18h21, de retour sur le plateau de Punchline en direct sur CNews et sur Europe 1 avec Elliot Maman, Bernard Cohen-Haddad, Jean-Christophe Couvi et Martin Garagnon. Si vous étiez avec nous juste avant la pause, cette longue interview avec le colonel Rafovitch, on va en dire bien sûr quelques mots ici ensemble en plateau. Je rappelle l'information principale des dernières heures. Israël, dans le contexte extrêmement tendu que l'on connaît depuis plusieurs jours maintenant, enfin de nouveau un peu plus tendu puisqu'il est tendu depuis fort longtemps malheureusement, a accepté de reprendre le 15 août prochain les discussions pour un cessez-le-feu. Quels sont les enjeux ? On va d'abord voir ce sujet de Tancrède Guillotel avec les équipes de CNews et d'Europe 1. Donc. En quelques heures ce jeudi, les habitants d'une partie de la ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, ont déserté les lieux. L'ordre d'évacuation est venu de l'armée israélienne qui a déclaré mener une nouvelle opération militaire dans cette zone. Des combats qui pourraient cependant s'atténuer dans les prochains jours. Israël a accepté de reprendre le 15 août les discussions en vue d'une trêve dans la bande de Gaza. Les trois pays médiateurs, le Qatar, les États-Unis et l'Égypte, ont indiqué qu'un accord cadre était sur la table et qu'il ne manquait que les détails de son application. Une avancée dont s'est réjoui Emmanuel Macron sur le réseau social X. Il faut que la guerre à Gaza s'arrête. Tous doivent l'entendre. C'est crucial pour les Gazaouis, pour les otages, pour la stabilité de la région aujourd'hui en jeu. Plein soutien de la France aux médiateurs américains, égyptiens et qatariens. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Gallant, a estimé qu'il était important de parvenir rapidement à un accord pour permettre le retour des otages. À ce jour, selon l'armée israélienne, 111 otages sont toujours retenus à Gaza, dont 39 sont décédés. Je voudrais qu'on revoie le tweet d'Emmanuel Macron posté aujourd'hui qui explique qu'il faut que la guerre à Gaza s'arrête. Tous doivent l'entendre. C'est crucial pour les Gazaouis, pour les otages, pour la stabilité de la région aujourd'hui en jeu. Plein soutien de la France donc aux médiateurs américains, égyptiens et qatariens. Une question que j'ai posée tout à l'heure au colonel Rafovitch, Bernard Cohen-Haddad, est-ce qu'il y a encore de la place pour des négociations et des pourparlers dans le contexte des derniers jours ? Déjà, il n'y a pas de place pour la guérilla politique interne. En Israël, ça aussi, il faut le retenir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple israélien, quel que soit son gouvernement, pour ou contre Netanyahou, considère que c'est pas le moment de déstabiliser un gouvernement qui est en guerre. Ça, on l'a entendu, c'est important, ça ne veut pas dire que demain, les choses ne vont pas changer. Deuxième, ce que j'ai pu retenir, c'est également qu'il y a des négociations permanentes, même si nous, ici, on a l'impression que les négociations sont terminées et que ça reprend. On a entendu le porte-parole de l'armée israélienne remercier la France. C'est pas anodin non plus. C'est vrai. Et ça rassure sur la politique et l'influence de la France dans cette zone du monde, en accord avec l'influence des USA, du Qatar et de l'Égypte. L'Égypte a toujours été très proche d'Israël, ne l'oublions pas. Et d'ailleurs, la menace iranienne, à un moment donné, a été vis-à-vis d'un certain nombre d'États qui pourraient avoir une situation, une position de neutralité vis-à-vis de l'État d'Israël. Ce que j'ai retenu également, moi, c'est la volonté quand même de montrer qu'Israël, ce qui est une réalité, est la victime. N'oublions pas que tout ce que l'on vit aujourd'hui, c'est en réponse au pogrom du 7 octobre. Et si nous, Français, nous vivions la même chose à un moment, dans quelle situation serions-nous ? Est-ce qu'on accepterait, bien entendu, cela ? Et les négociations, ce que l'on voit, c'est que le porte-parole ne s'interdit pas aujourd'hui d'aller dans des négociations avec le soutien, mais il maintient la volonté de Tsahal d'aller toujours plus loin pour réduire l'influence du Hamas, parce que l'influence du Hamas, c'est condamner l'existence d'Israël. Donc les négociations sont en cours et une volonté de récupérer les otages, vivants ou non vivants, le plus vite possible. D'ailleurs, ces dernières heures, on note que des centaines d'habitants de Gaza ont fui l'île de Khan Younes, la ville de Khan Younes, après un ordre d'évacuation de l'armée israélienne, cherchant désespérément un abri pour échapper à une nouvelle opération militaire dans cette zone du sud de la bande de Gaza, très précisément. Dans ce contexte de négociations qui approchent également et qui pourraient être décisives, notamment bien sûr pour les otages à qui on pense en priorité, une nouvelle opération dans Gaza, elle est souhaitable actuellement ? Ça,
d'un point de vue militaire... C'est toujours cette balance entre la vie des otages, la préservation qu'on doit en faire en vue d'éventuelles négociations, et puis cette volonté, bien sûr, également de l'État hébreu d'éradiquer le Hamas et les terroristes. En réalité, il y a 2 catégories d'otages dans cette histoire à Gaza. Il y a évidemment les otages du 7 octobre, auxquels on pense, parce qu'il faut le rappeler, c'est l'attentat terroriste qui a fait le plus de victimes françaises depuis plusieurs années. On a eu beaucoup, nous, de nos concitoyens qui sont morts pendant ces attaques, qui ont été pris en otage. Et puis il y a des otages qui vivent à Gaza, c'est-à-dire les Gazaouis. On n'en parle pas assez, mais les Gazaouis, faire la guerre contre le Hamas, c'est pas faire la guerre contre les Gazaouis. Les Gazaouis sont aussi, et vous en parliez sur l'évacuation à Khan Younis, mais parce que ils n'ont pas d'endroit où aller, ils sont bloqués dans cette situation. Il faut les aider aussi à se débarrasser du Hamas. C'est une nécessité pour une solution politique, parce qu'à l'heure actuelle, on est sur une solution militaire qui s'impose. On est dans un risque de guerre élevé, mais à terme, la solution ne peut être que politique. Et la position de la France a toujours été très claire. Emmanuel Macron l'a rappelé. C'est 2 États viables, 2 territoires viables. Ça ne peut être que cette solution à laquelle on devra aboutir dans les prochains mois, les prochaines années, le plus vite possible en réalité. Mais à l'heure actuelle, vous ne pouvez pas discuter avec des gens qui, statutairement, ont clairement assumé que leur objectif, c'est de vous détruire, puisque c'est la raison d'être du Hamas. Le Hamas, on ne discute pas avec quelqu'un qui veut votre mort. Vous ne pouvez pas vous entendre. Pour pouvoir discuter, échanger, faire la paix, il faut déjà pouvoir se parler. Toute la complexité de l'équation est née de la volonté de tuer l'État d'Israël, de l'éradiquer, de l'effacer de la carte. Il ne peut pas y avoir de discussion. Donc il faut s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. Mais le problème, c'est que derrière le Hamas, vous avez l'Iran. Ça a été dit, qui est un peu le maître marionnettiste de la région, que ce soit au Yémen, que ce soit avec le Hezbollah au sud du Liban, que ce soit dans d'autres parties de la région, en Irak, notamment. Donc il y a un sujet qui est intimement lié aussi à l'Iran. Donc on voit aussi toutes les répercussions que ça peut avoir. À l'heure actuelle, il n'y a pas de risque d'une guerre classique, parce que militairement, Israël est largement supérieur et que l'Iran n'ira pas sur ce terrain-là, même s'il cherche à mobiliser un certain nombre d'alliés. En revanche, il y a le risque d'une guerre de basse intensité sur différents théâtres d'opération. Liban Sud, plateau du Golan, le Sud, Israël, etc. Le vrai risque, il est là. Et Israël ne peut pas s'embarquer là-dedans. Donc il y a une solution qui doit être militaire à l'heure actuelle, mais qui ne peut être que politique à moyen et long terme. Encore 2 commentaires, Jean-Christophe Couvi et Elliot Maman. Oui, c'est très difficile, on voit bien, de mener une guerre asymétrique, en fait. C'est-à-dire que vous ne luttez pas contre une autre armée à un autre pays. C'est ça. C'est très gazeux, on voit bien que ça se mélange à la population. Il y a des tunnels. En fait, je pense qu'il faut vraiment le vivre pour le comprendre. Là, ici, c'est vrai que c'est confortable. D'ailleurs, tous ceux qui vont manifester, ils doivent le comprendre aussi que c'est très très compliqué. Et quand vous devez lutter contre du terrorisme, pour fréquenter des collègues qui luttent contre justement contre le terrorisme, c'est très compliqué parce qu'en face de vous, vous avez des gens, on est dans l'irrationnel. Ils sont complètement obtus, il n'y a pas de dialogue, ils sont enfoncés dans leur idéologie, et effectivement, il n'y a qu'une seule chose qui peut les sauver, entre guillemets, c'est quand vous arrivez à trouver le bon angle, et là, à la rigueur, ils veulent pas mourir, parce que faut pas croire que tous des fous de Dieu, ils ont aussi leur confort. Certains politiques, nous, quand les collègues nous disaient, quand on va au petit matin, interpeller des terroristes, premier réflexe, c'est de mettre leurs femmes ou leurs enfants en bouclier pour que eux ne meurent pas. Vous imaginez un petit peu, voilà. Donc il y a le discours et les actes. Et en fait, quand vous avez une action comme celle du 7 octobre, vous devez faire face à l'émotion que ça dégage, à l'opinion publique, mais après il y a les faits. Et les faits, c'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez faire, effectivement? Supprimer les terroristes. Donc, mais c'est vraiment inextricable. Et effectivement, à un moment donné, il va falloir poser un peu le débat et poser l'avion si on peut, parce que il faut sortir de là. Et on le voit d'ailleurs que ça rejaillit sur toute notre société à nous. Et on en souffre aussi quelque part de cette situation. Et on en parlait dans notre première heure, je le dis à nos auditeurs d'Europe 1, on a évoqué cette multiplication, encore une fois, sur le premier trimestre 2024 des actes antisémites sur le territoire, des chiffres rappelés aujourd'hui par Gérald Darmanin et des faits insupportables qui continuent d'augmenter dans le pays. Un dernier commentaire sur tout ce qui vient d'être dit, Elliot Maman. Oui, d'abord rappeler que dans son tweet tout à l'heure, Emmanuel Macron, qui a d'ailleurs été publié
au cours de l'adresse de Gérald Darmanin à l'hommage de l'attentat de la rue des Rosiers, Emmanuel Macron ne mentionne pas les Israéliens. Il parle simplement de la nécessité de libérer les otages. Je pense tout de même qu'il eût été salutaire d'également avoir un mot à l'égard des Israéliens qui vivent dans une situation très particulière depuis le 7 octobre et en ce moment même, tout spécifiquement, puisque l'Iran se sert tout de même d'une forme de guerre psychologique. On sait qu'une attaque par l'Iran et par l'entremise de ces différents proxys devrait être déclenchée dans les prochains jours. On en ignore à l'heure actuelle l'ampleur, même si la presse a des sources qui lui indiquent que des groupes qui d'habitude pouvaient rester en retrait ces derniers temps, par exemple les milices chiites d'Irak, allaient également être mobilisés dans cette réponse à Israël. Et les Israéliens évoluent depuis quelques jours avec cette conscience-là, tout en ignorant la date, les cibles potentiellement civiles que ces proxys pourraient vouloir toucher en Israël. Et c'est donc tout de même aussi quelque chose qu'il faut voir et qui est évidemment particulièrement important quant à la menée des négociations en cours avec les entités terroristes. Et d'ailleurs, l'Iran est coutumière du fait, puisque en avril, lorsqu'il y avait déjà eu d'importantes négociations, un point de cristallisation dans la libération de certains otages, l'Iran avait attaqué Israël à la suite d'une période d'atermoiement d'un peu plus de 15 jours au cours desquels il faisait déjà diffuser une rumeur dans les médias occidentaux selon lesquels une attaque était imminente. Donc il faut aussi comprendre cette pression psychologique qui est exercée à l'encontre des Israéliens et qui ne s'estompe jamais. Voilà ce que l'on pouvait dire sur la situation au Proche-Orient et on continuera d'en parler évidemment tout au long de la soirée.